Ok, alors dans cette nouvelle leçon, nous allons utiliser les paper flipbook créés dans la leçon précédente pour donner la réelle apparence de notre héros, en l'occurrence un scientifique fou. Alors j'appuie sur CTRL espace, je suis dans le projet de notre jeu, je vais aller dans le dossier Core et je vais ouvrir le BP Scientist. Donc je vais double-cliquer dessus, je vais aller dans le Viewport et ici nous allons supprimer le cube parce que nous n'en aurons plus besoin. Donc je vais supprimer le cube et ici je vais sélectionner le sprite. Et nous allons commencer par ajouter l'animation idle de notre personnage. Donc là, dans Source Flipbook, vous allez cliquer sur la partie None ici, et vous allez choisir le PFB Idle. Alors c'est celui qui est juste derrière ma tête, celui-là, PFB Idle. Voilà, ça va vous ajouter le personnage qui est malheureusement un petit peu trop petit, étant donné que c'est un sprite qui a 25 pixels par 25 pixels. Donc ici, je vais venir dans la partie Scale et je vais augmenter sa taille. Je vais mettre un Scale de 3,5. Voilà. Ensuite, la capsule est un petit peu trop grande pour notre personnage, donc je vais venir sélectionner le Capsule Component. Et ici, je vais changer son Half Height, donc la hauteur de la capsule. Je vais mettre ça à 42 unités. Donc ça va nous donner une hauteur de 84 unités. Pourquoi? Parce que Half Height, ça veut dire la moitié de la hauteur de la capsule. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais sélectionner le sprite et là je vais le descendre pour l'aligner par rapport à la capsule. Alors ici, je vais me mettre en vue perspective, je vais changer ça, je vais mettre en vue right, je pense que c'est bon, ouais. Je vais sélectionner la vue lit, voilà. Et tant qu'à faire, je vais me mettre de l'autre côté, donc clique ici et left pour me mettre de l'autre côté. Et là, je vais descendre le personnage de manière à ce que ses pieds soit aligné avec le bas de la capsule, ici. D'accord? On a le bas de la capsule, je vais prendre les pieds et je vais les descendre. Alors si je ne me trompe pas, ça va être quelque chose comme moins 44. Donc là, je vais venir changer le snapping. Je vais mettre ça à 1 et je vais descendre jusqu'à, voilà, moins 42 et je vais faire moins 44. Ici, moins 44 en Z, là. D'accord? Vous voyez que du coup, là, les pieds, ils dépassent légèrement la capsule. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est tout simplement parce que je veux que les pieds soient ancrés, rentrent vraiment dans le sol. Si je les plaçais correctement ici, bien alignés sur le bas de la capsule, ce qui va se passer, c'est qu'on va quand même voir le petit espace qu'il y a entre le sol et les pieds du personnage. Donc, je vais descendre ça à moins 44. Voilà. Et ici, on peut voir que du coup, la taille de la capsule correspond à la taille de notre sprite. Donc, je vais compiler, sauvegarder, je lance l'exécution. Voilà, et là on peut voir que du coup, nous avons la jolie apparence de notre personnage et on peut passer à la suite. Alors, avant de passer à l'implémentation des autres animations du personnage, je voulais vous montrer quelque chose au cas où vous ne l'avez pas remarqué. Donc ici, si je lance l'exécution, si je vais à droite, c'est bon, le perso se déplace. Par contre, si je vais à gauche, on peut voir que le perso ne se retourne pas. D'accord? Donc ici, avant de passer justement aux autres animations, nous allons faire en sorte d'orienter le sprite en fonction des déplacements du joueur. Et comment est-ce qu'on va faire ça? C'est simple. Ici, je vais venir dans le BP Scientist. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le sprite et qu'on va le retourner en fonction de la direction. Donc là, on peut voir qu'il est tourné comme ça quand je vais à droite. Et quand je vais aller à gauche, on va le retourner dans ce sens-là. Donc on va faire une rotation de 180 degrés et on va le faire aller dans l'autre sens. D'accord? Si vous regardez bien, ce qui change ici en termes d'angle, c'est l'angle Z, comme on peut le voir ici. Si je mets à 0, le personnage est orienté correctement. Si je mets à 180, il se tourne. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la vitesse de déplacement et le sens de déplacement. Et en fonction de ça, eh ben, on va le faire tourner soit à droite, soit à gauche. D'accord? Donc ici, je vais venir dans l'Event Graph. Et pour modifier l'orientation du personnage, nous allons le faire à chaque tick, à chaque mise à jour de l'image, tout simplement parce qu'on veut être à jour, on veut qu'à chaque image, l'orientation soit correcte. Donc si je vais faire un clic droit, je vais faire Event Tick, ça va m'ajouter un Event Tick dans mon graphe. Je fais un peu d'espace ici, voilà. Et donc pour rappel, l'Event Tick, c'est un événement qui est appelé à chaque frame. Donc si on a 30 images par seconde, c'est 30 fois par seconde. Bien sûr, ça peut être très coûteux, mais dans le cas, dans les fonctionnalités que nous allons implémenter ici, ça va être des fonctionnalités qui ne vont pas être très gourmandes en performance, et donc normalement, ça n'aura aucun impact sur le tick. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais coder une petite logique. Donc je vais faire un clic droit, je vais faire un get velocity. Get velocity, pour rappel, ça prend la vélocité du personnage. La vélocité, c'est quoi? C'est une vitesse et une direction. C'est-à-dire que je peux dire que je vais à 50 km/h vers la droite, 50 km/h vers l'ouest et tout le reste, et tout ce qui va avec. Et donc, du coup, moi, je prends la vélocité, ok? Et maintenant, en prenant la vélocité, je vais tirer un câble et je vais tirer un normalize. Le normalize, ça va prendre la vélocité
et ça ne va extraire que la direction. D'accord? Je vous ai dit qu'on a une vitesse et une direction, donc je vais à 50 km vers l'ouest ou des choses comme ça. Moi, je veux juste savoir où est-ce que tu vas. Donc, je vais à l'ouest. Concrètement, ce qu'on fait en termes mathématiques, c'est qu'on a pris la longueur du vecteur et on l'a ramené à une valeur de 1, à une longueur de 1. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais faire un get actor forward vector. Le get actor forward vector, pour rappel, c'est cette direction-là. D'accord? Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a la vitesse de déplacement et on a le forward vector. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, écoute, si les deux sont alignés, c'est-à-dire que si je vais vers la droite et que c'est aligné avec le forward vector, dans ce cas-là, on va mettre une rotation de 0. Si jamais le forward vector, il regarde dans cette direction et que le personnage, il va dans l'autre direction, et bien dans ce cas-là, il faudra faire une rotation de 180 degrés et déplacer le personnage en conséquence. D'accord? Donc là, on va comparer ces deux vecteurs. Donc la direction de marche avec la direction vers laquelle on est en train de regarder. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser un outil mathématique qui s'appelle le produit scalaire. Donc je vais tirer un câble, je vais faire un dot. Le dot product, c'est un calcul mathématique qui permet de savoir à quel point est-ce que deux vecteurs sont alignés l'un sur l'autre. Si les deux vecteurs regardent dans la même direction, on va renvoyer 1. Si on envoie 0,5 par exemple, ils regardent à peu près dans la même direction. Si on envoie moins 1, ils regardent à des directions opposées. C'est-à-dire que la vélocité et l'orientation vont être opposées. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va devoir pivoter. D'accord? Si jamais on renvoie 0, si le produit scalaire renvoie 0, ça veut dire qu'un des deux vecteurs est égal à 0. Donc soit la vélocité, soit le forward vector. D'accord? Donc là, c'est bon. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tirer un câble. Je vais tirer un câble ici et je vais taper compare, comparer. Compare, et je vais prendre compare float, celui-là. Compare float. Le compare float, il va permettre de comparer une valeur avec une autre valeur. Donc cette valeur-là, c'est celle-là. Je vais mettre ça ici. Et on va dire, écoute, je vais comparer cette valeur-là avec la valeur 0. Du coup, si cette valeur, elle est supérieure à 0, on va passer par là. Si elle est inférieure à 0, on va passer par là. Et si elle est égale à 0, on va passer par là. D'accord? Donc vous l'aurez deviné, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir dire, bah écoute, tu vas dans la même direction que l'orientation du personnage et tout. Et donc là, ça va être assez facile. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le sprite. Et ici, je vais tirer un câble, je vais faire set relative rotation. Set relative rotation. Je vais brancher ça là. Et le set relative rotation, ça permet de changer ce truc-là. Ici, je sélectionne, ça permet de changer ce truc-là, cette rotation-là. Donc 0, 180 ou 0. D'accord? Donc nous, on passe par là si on est positif. Et comme je disais juste avant, si la valeur est supérieure à 0, ça veut dire que les deux vecteurs regardent dans la même direction. D'accord? Donc ça veut dire que la vélocité va dans la même direction que l'orientation du personnage. Donc dans ce cas-là, le relative rotation, on va le laisser à 0. Par contre, si la vélocité va à l'opposé de l'orientation, donc on est en train d'aller dans l'autre sens, donc dans le sens inverse. Et dans ce cas-là, ici, CTRL-D, pour dupliquer, je vais mettre ça comme ça, je vais dire que c'est le sprite que je veux bouger. Et là, le set relative rotation, je vais mettre à 180 degrés. Ok? En gros, si on va à droite, donc dans la même direction que le forward vector, on a une rotation de 0. Si on va à gauche, donc si la vélocité et la direction, l'orientation du personnage ne sont pas pareilles, dans ce cas-là, on retourne le sprite à 180 degrés. Donc en faisant ça ici, on va faire retourner le sprite. D'accord? Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Je vais mettre un petit commentaire ici, je sélectionne tout ça. Je vais mettre oriente le sprite en fonction de la direction de marche. Donc là, c'est bon. Je compile, je sauvegarde, je lance l'exécution. Donc le perso regarde à droite. Si je vais à droite, c'est bon. Si je vais à gauche, il se retourne. D'accord? Donc là, c'est pas mal. Et vous vous demandez sûrement, bah, du coup, pourquoi est-ce que ici, quand c'est égal à 0, on fait rien? C'est simple, parce que ça va être égal à 0 si on ne bouge pas. Donc ce qu'on est en train de dire en vrai, c'est que si on est égal à 0, bah, on reste dans l'orientation dans laquelle on était. On peut forcer ce truc-là. Regardez, ici, je vais mettre ça là. Je vais brancher ça ici. Je vais dire, bah, écoute, dès que tu t'arrêtes de bouger, je veux que tu regardes à droite. Et regardez, là, je vais à droite. Là, je vais à gauche. Et dès que je lâche, je regarde à droite. D'accord? Donc ici, je vais appuyer sur la touche Alt pour retirer ça, parce que je veux justement que le personnage continue de regarder dans la direction vers laquelle il regardait. Donc ça, c'est bon, je compile, je sauvegarde, et maintenant, on va pouvoir coder l'animation de marche.
Alors, pour mettre en place l'animation de marche, nous allons également utiliser l'Eventic pour pouvoir mettre à jour l'animation au frame près. C'est-à-dire que dès que le perso se déplace, on veut qu'au frame précis du moment où il se déplace, qu'on commence à jouer l'animation de marche. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, donc, dans l'Eventic, on va ajouter une logique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer là. Ça va m'ajouter un Reroute Node qui va permettre de déplacer et d'accrocher ça automatiquement. Donc ici, cette partie-là, c'est bon pour l'orientation du sprite. Je vais descendre l'Eventic. Et là, je vais tirer un câble et je vais taper Sequence, séquence. Donc, si vous ne connaissez pas le sequence, en fait, il permet de dire, eh ben, écoute, tu vas d'abord faire appel à cette logique-là qui passe ici, et ensuite, tu vas appeler à cette logique-là qui passe par là. D'accord? Donc là, on appelle d'abord l'orientation, et ensuite, on va jouer l'animation de marche si besoin. Comment est-ce qu'on va jouer l'animation de marche? Premièrement, je vais tirer un branch. Hop, un branch. Voilà. Ici, je vais ajouter un Reroute Node en double-cliquant là. Voilà. Comme ça. Et donc là, nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le personnage est en train de se déplacer ou non. S'il se déplace, on va passer par là et on va jouer une animation de marche. S'il ne se déplace pas, on va passer par là et on va jouer une animation idle, donc une animation du personnage qui ne bouge pas. Donc déjà, on va mettre en place ces deux parties-là. Je vais prendre le sprite, je vais le mettre ici et je vais tirer un câble et je vais faire set flipbook. Ça permet de changer le flipbook. Donc je vais brancher ici. Ensuite, je vais tirer un autre câble. Je vais faire un set flipbook également ici. Et je vais brancher ça là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ben écoute, on va dire que la partie du haut, lorsque le branch va être mis à true, on va jouer l'animation walk. Donc je tapais walk et je vais prendre PFB walk. D'accord? Celui-là. Ensuite, si le personnage ne bouge pas, je vais jouer l'animation idle qui permet de laisser le personnage en place. Donc je vais cliquer ici et je vais prendre le PFB idle. Donc celui-là. Donc je clique là. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver quelles conditions va nous permettre de jouer telle ou telle animation. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est simple. Ici, je vais prendre le character movement. Je vais tirer un get current acceleration. Get current acceleration, ça permet de récupérer quelle est l'accélération. Il y a une différence entre l'accélération et la vélocité. En fait, l'accélération, elle permet de récupérer l'orientation du stick. D'accord? Si je suis en train d'incliner mon stick vers la droite, c'est lui qui va permettre de dire, ben en fait, tu es en train d'incliner ton stick vers la droite. D'accord? Ensuite, ici, je vais tirer un câble et je vais faire vector length et je vais prendre le XY squared, celui-là. Vector length XY squared. D'accord? Alors, ce truc-là, comment est-ce que je peux vous expliquer? En gros, ouais, alors, le vector length, ça permet de récupérer la longueur du vecteur. Rappelez-vous, le vecteur, je vous disais plus tôt lorsque je parlais de la vélocité, la vélocité, c'est une vitesse et une direction. Je vais à 50 km/h vers l'ouest. D'accord? Je vous ai montré tout à l'heure qu'en prenant le normalize, on récupérait que la direction. En faisant le vector length, ça nous permet de récupérer l'intensité. D'accord? Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'on a une accélération et on veut juste savoir si elle est positive ou non. Est-ce qu'on accélère ou pas? Parce que si on accélère, dans ce cas-là, je veux marcher. Si on n'accélère pas, dans ce cas-là, je ne veux pas marcher. Donc le vector length permet de récupérer l'intensité de l'accélération. En fait, x, y squared, je sais pas, je vais vous expliquer quand même, je sais pas si vous allez comprendre, c'est pas grave si vous ne comprenez pas, mais en gros, c'est de l'optimisation. En fait, ici, alors je vais vous faire un truc, c'est des mathématiques, je suis désolé, mais je vais vous expliquer quand même. Ici, la racine carrée, admettons, comment est-ce que je peux dessiner? On va dire racine carrée, d'accord? Ça, c'est la racine carrée. Normalement, le calcul d'une vélocité, c'est x au carré, plus y au carré, plus z au carré. D'accord? Donc ça, c'est, voilà, imaginez que c'est la racine carrée de tout ça. V de tout ça. D'accord? En fait, en faisant ce calcul, ça a un certain coût. Parce que ici, la racine carrée, ça va donner la vraie valeur de l'accélération. Mais comme nous, on ne veut pas savoir si, si on ne veut pas connaître la vraie valeur de l'accélération, on veut juste savoir si elle est positive ou non, s'il y a de l'accélération ou pas, si on avance ou pas. Donc du coup, ici, si on retire la racine carrée, on retire une partie de l'équation.
Parce que si je me mets ici, bon, je suis désolé, c'est des maths, mais je préfère l'expliquer, c'est toujours mieux. Parce que la racine carrée d'une valeur nulle, la racine carrée de 0, c'est forcément égal à 0. D'accord? Donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Je vais supprimer. Et on n'a que cette partie du calcul. On a enlevé la racine carrée. Résultat, ici, dans tous les cas, on sera positif si on accélère et négatif et 0 si on n'accélère pas. Et ensuite, le xy, ça permet de dire, vous voyez ici, on a x au carré, y au carré. D'accord? Si on va dans le world, ici, on peut voir que x et y, ça va dans cette direction et dans cette direction. Le z, c'est celui qui va vers le haut. Sauf qu'ici, nous, on veut juste savoir la vélocité gauche-droite. On n'a pas besoin de savoir si on va en haut. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est simple. On supprime le z. Donc, en fait, le calcul que vous voyez ici, vector length xy squared, c'est exactement ce calcul-là. On prend la vélocité en x, la vélocité en y, on fait le carré et c'est bon. D'accord? Bon, voilà, c'est grosso modo comment ça fonctionne. Alors, ici, je vais mettre un supérieur à 0. Et donc, voilà. En faisant ça, en faisant cette partie-là, on récupère l'accélération. Et s'il y a de l'accélération, dans ce cas-là, on joue le walk. S'il n'y a pas d'accélération, dans ce cas-là, on joue le idle. D'accord? Donc, désolé pour la partie maths, mais je préfère quand même expliquer pourquoi, tout simplement parce que ça vous permet de savoir correctement comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, je compile, je sauvegarde, et je vais lancer l'exécution. Et on peut voir que le perso, non seulement il se tourne correctement en fonction de la direction de marche, mais en plus de ça, il joue l'animation de marche. Donc là, si je lâche, il est en idle. Si je bouge, il fait l'animation de marche. Donc là, c'est bon et on peut passer aux animations suivantes. Alors maintenant, nous allons ajouter la possibilité de jouer des animations lorsqu'on est accroupi. On veut que lorsqu'on s'accroupit et qu'on ne bouge pas, on joue une animation crouch idle. On veut que lorsqu'on se déplace, on joue une animation crouch walk. Et lorsqu'on n'est pas accroupi, on joue les animations que nous avons déjà mis en place. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier cette partie qu'on vient tout juste de coder. Vous allez voir, ça va la simplifier pour obtenir aussi plus de fonctionnalités. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Dans un premier temps, je vais venir, hop, je vais retirer cette liaison. Non, plutôt celle-là. Voilà, ces deux-là. OK? Donc on va éloigner cette partie-là. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, écoute, voilà, si jamais tu te déplaces, on va vérifier, est-ce que tu es accroupi ou non? Si tu es accroupi, d'accord, dans ce cas-là, tu joues le crouch walk, sinon tu joues le crouch idle. Ici, si jamais l'accélération, si le personnage n'est pas en train de bouger, on va venir ici, on va redemander, est-ce que tu es accroupi? Si oui, on joue le idle crouch, sinon on joue le idle normal, d'accord? Donc là, je vais tirer un câble, je vais faire un branch. Voilà, je vais mettre ça là. Ensuite, je vais tirer un autre câble ici et je vais faire un autre branch. Voilà. Et ici, on va coder la logique. Donc là, on va commencer par cette partie-là. Si le personnage est en train de bouger, on va vérifier est-ce qu'il est en train de se baisser. Pour rappel, on a déjà utilisé le fait de tester l'accroupi. Il me semble que c'était ici. Voilà, is crouching. Donc on va récupérer cette logique-là. Donc je vais revenir sur mon tic. Ici, je vais prendre le caractère movement. Je vais le mettre là. Et je vais tirer un câble. Je vais faire is crouching. Voilà. Donc je vais brancher ça là. Voilà. Et ici, on va prendre donc à faire ces deux flipbooks. Je vais brancher ça là et ça ici. Donc, si le personnage est en train de faire un crouch, donc s'il est accroupi, dans ce cas-là, étant donné qu'il est en train de se déplacer également, on va jouer le PFB crouch walk. Celui-là. D'accord? Le crouch walk. Si jamais il n'est pas accroupi et qu'il est en train de se déplacer, on va jouer le PFB walk. Celui-là. D'accord? Donc là, c'est bon. Et maintenant, nous allons pouvoir nous attaquer à cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est si le personnage n'est pas en train de bouger. Donc ici, je vais prendre le caractère movement is crouching. Je vais prendre ça, je vais faire CTRL-D pour le dupliquer ici. Je vais brancher ça là. Et là, je vais resélectionner cette partie-là. Et je vais dupliquer également. CTRL-D. Je branche ça ici. Ça là. Voilà. Alors, donc ici, en faisant ça, ce que je vais faire, c'est que si le perso n'est pas en train de bouger et qu'il est en train de s'accroupir, dans ce cas-là, ici, je vais prendre le PFB Crouch Idle. D'accord? Celui-là. Et là, s'il est en train de ne pas s'accroupir et qu'il est en train de bouger, dans ce cas-là, ici, je vais prendre le Idle, pardon. Le PFB Idle normal. D'accord? Donc, si le perso est accroupi, on joue le crouch idle. S'il n'est pas accroupi, on joue le idle. D'accord? Donc là, tout est OK. Je vais lancer l'exécution. Donc je compile, je sauvegarde et je vais lancer l'exécution.
Donc là, je me baisse. Et là, je me redresse. Je me baisse, j'avance. Je me relève, j'avance. Et donc là, tout a l'air de bien fonctionner. Par contre, ok, c'est cool, ça fonctionne. Mais je vais vous montrer une manière de simplifier tout ça pour obtenir quelque chose de plus simple, tout simplement. Donc ici, j'ai dit beaucoup de fois simple, mais c'est pas grave. Pour ce faire, on va utiliser le node select. Alors vous allez voir, ça va être plutôt facile. Ici, je vais prendre ça, et je vais prendre ça, et je vais supprimer. Idem pour là, je vais prendre ça, et je vais prendre ça, et je vais supprimer. Et là, maintenant, je vais vous montrer une petite logique qui est plutôt simple à mettre en place. C'est qu'ici, on va brancher ça là. Si on est en train de se déplacer, si on a de l'accélération, on va venir ici. Et là, on veut quand même malgré tout tester est-ce qu'on est en train de se baisser ou non. Et bien, comment est-ce qu'on va faire? C'est simple. Ici, je vais tirer un câble et je vais taper Select. Voilà, Select. Ce Select-là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre de choisir un flipbook en fonction d'une condition. Donc, je vais prendre le Character Movement, je vais faire CTRL-D pour le dupliquer et je vais refaire appel à Ease Crouching. Ease Crouching, je vais brancher ça dans le wildcard, ici. Et là, automatiquement, il vous dit, OK, si Ease Crouching est true, je vais choisir ce flipbook. Si Ease Crouching est false, je vais choisir ce flipbook. Donc là, on est dans les déplacements. Est-ce qu'il y a de l'accélération? Si c'est le cas, oui, on passe par là. Et donc, si on est en train de se baisser, Ease Crouching est égal à true. Dans ce cas-là, c'est PFB, Crouch, Walk. Si Ease Crouching est égal à false, dans ce cas-là, c'est PFB, Walk, tout court. D'accord? Donc, vous voyez que là, du coup, on a simplifié tout ça. Hein. Donc là, je vais mettre ça ici, voilà. Et là, on va s'attaquer au deuxième. Donc, je tire le false. Donc, le false, pour rappel, c'est celui qui est appelé si le personnage n'est pas en train de se déplacer. Voilà. Et là, je vais tirer un select depuis le flipbook. Et là, c'est pareil. Je vais brancher le ease crouching ici. Et donc, si le perso n'est pas en train de se déplacer et qu'il n'est pas accroupi, dans ce cas-là, c'est false. Et donc, on va prendre idle. Si il est accroupi, dans ce cas-là, c'est crouch idle. Celui-là. Et voilà. Donc là, je fais un petit peu de nettoyage. Je mets tout ça ici. Je sélectionne tout ça. J'appuie sur la touche Q pour l'aligner. Et ensuite, je fais un petit peu de nettoyage. Donc là, je fais ça comme ça. Voilà, je suis un petit peu maniaque sur les bords lorsqu'il s'agit de code. J'aime bien que mon code soit propre. Donc, je mets ça comme ça. Et voilà. D'accord? Donc, pour rappel, ici, lorsqu'on va arriver là, on va vérifier est-ce qu'on se déplace. Si on se déplace, on va venir ici. On va vouloir choisir un flipbook. Si on est accroupi, is crouching, on va jouer l'animation qui est dans le true. Sinon, on va jouer l'animation qui est dans le false. Si jamais on n'est pas en train de se déplacer, dans ce cas-là, on va venir ici, on va jouer une autre animation qui va être l'animation idle si jamais on n'est pas en train de se baisser et crouch idle si on est en train de se baisser. Donc je compile, je sauvegarde, je lance et là, ça fonctionne toujours correctement. Alors avant de coder les dernières animations, je voulais vous montrer un petit problème que nous avons avec la capsule. Donc ici, vous allez venir sur Capsule Component et là, vous allez vous assurer que vous avez décoché le Hidden In-Game. D'accord? Le Hidden In-Game, celui-là. OK? Alors, vous allez le laisser décocher pour qu'on puisse voir la capsule lorsqu'on lance le jeu. Donc là, je vais lancer le jeu. Et là, vous voyez que du coup, voilà, la capsule, j'espère que vous allez bien la voir avec la compression, mais elle a cette taille-là. Et donc là, si je me baisse, regardez bien ce qui se passe. La capsule ne se redimensionne pas. Pourtant, le sprite est petit. Imaginez que si on ne voit pas la capsule, on pourrait s'attendre à ce que le perso puisse passer correctement sous des espaces un peu... des espaces, je ne sais plus comment on dit ça, des petits espaces en quelque sorte. Donc ici, si jamais j'ai une plateforme ici qui passe, le perso ne pourra pas passer parce que la capsule gère la collision et elle va dire bah non, tu peux pas. Alors qu'en vrai, le personnage peut passer sous l'espace. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on redimensionne la capsule en fonction de la taille du perso. Donc là, la taille de la capsule est correcte. Par contre, si on se baisse, on veut que la capsule diminue en termes de taille. Donc on va le faire. Je vais venir ici sélectionner la capsule. Et là, vous allez venir sur cette partie-là et vous allez chercher... alors, non, plutôt c'est dans... Excusez-moi, je me suis trompé. C'est dans Character Movement, ici. Vous allez chercher une partie qui s'appelle... Tant qu'à faire, on va taper Crouch ici. Hein. Ah ben non, c'est là. Voilà. Crouch Half Height. D'accord? Vous avez ici le paramètre Crouch Half Height qui est mis à 40 cm. Nous, on va changer ça. On va mettre ça à 35. Mettre à 35. Pour rappel, la capsule, elle a une taille de 42 de base.
Et donc, quand le personnage va se baisser, on dit qu'on veut que la hauteur de la capsule soit de 35 cm. Donc là, je vais compiler, sauvegarder, je vais lancer l'exécution, je vais me baisser. On peut voir que la capsule diminue bien en taille, mais là, vous l'aurez remarqué, il y a un petit bug. Le sprite du perso entre dans le sol. En fait, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, ce qui se passe, c'est que, en gros, vous voyez ici, si je viens là, vous voyez la taille du perso, sa position, elle est définie en fonction de la position ici, moins 44. Par contre, ce qui se passe, c'est que là, si je sélectionne la capsule et que je diminue la taille, donc le capsule half height, regardez ce qui se passe. Tiens, je vais mettre en vue left. Voilà, pour bien voir le sprite. D'accord? Là, on est à moins 44 en Z ici. Je vais sélectionner la capsule, je vais diminuer la taille de la capsule, on va mettre quelque chose comme 30 et regardez ce qui se passe. Voilà. La capsule a diminué, mais comme le perso était placé par rapport au bas de la capsule quand elle avait une taille de 42, et ben en fait automatiquement il est descendu dans le sol. On a l'impression qu'il est descendu, mais en fait en vrai sa position elle n'a pas changé par rapport au centre de la capsule. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire écoute, quand la capsule va diminuer en taille, hein, lorsqu'elle va être à une taille de 35 par exemple, nous on va dire bah écoute, je veux que le perso tu le replaces correctement de manière à ce qu'il soit toujours posé comme ça. Donc nous on n'y verra que du feu, hein, ça va pas chambouler, vous allez voir que ça se passe tellement vite qu'on ne voit pas les choses se passer. Donc ici en vrai ce qui se passe c'est que quand on va se baisser, la capsule va diminuer et le perso va remonter. Ça va se passer tellement vite qu'on va rien voir parce que ça va se passer en un seul frame. D'accord? Donc je vais sortir de là, je vais venir dans le BP Scientist, voilà, et donc là maintenant on va corriger, on va réajuster la hauteur du sprite lorsqu'on est dans le crouch. Donc je retourne ici dans la partie crouch que nous avons codé dans une leçon précédente. Et donc là, dès qu'on lance le crouch, on va redresser, on va remonter le perso. Dès qu'on se décrouch, dès qu'on se relève, on va le remettre à sa position actuelle, à sa position initiale. Donc là, je vais double-cliquer pour faire un reroute node ici, voilà. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coder une petite logique et je vais vous expliquer ensuite. Donc je vais prendre le sprite, ici. Le event on landed, je vais le mettre ailleurs. Et ici, je vais tirer un câble et je vais faire set relative location. Je vais brancher ça ici. Hop, je vais descendre un petit peu, voilà, faire de la place. Là, je vais tirer un autre câble et je vais faire un set relative location. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça ici, voilà. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord traiter le moment où le personnage crouch. Donc cette relative location, ça permet de changer cette valeur. D'accord? Moins 44 location. D'accord? Donc c'est la position qui est relative par rapport à la capsule. Hein. Donc là, on est à moins 44 lorsqu'on est debout. Et lorsqu'on va se baisser, on avait dit que la capsule, on voulait qu'elle fasse 35 cm. Donc on va faire ça ici. On va prendre la capsule. On va mettre le half height à 35. Et on va voir quelle est la hauteur du sprite pour qu'il soit correctement placé. Donc là, je vais remonter jusqu'ici. Voilà, je vais le laisser tel quel. Je pense qu'il faut que les pieds dépassent un petit peu pour que les pieds soient toujours dans le sol. Et donc là, on peut voir qu'on est à moins 37. D'accord? Donc là, je vais remettre ça tel que c'était, CTRL Z et CTRL Z. Donc là, on va dire, OK, je reviens dans les event graph. Ici, lorsqu'on va se baisser, on va changer le Z et on va le mettre à moins 37. Moins 37. En plus de ça, on va cocher téléport. Téléport, ça veut juste dire, en gros, ne fais pas attention aux collisions. Si le sprite entre en collision avec le sol, tu fais pas gaffe, tu le mets tel quel et il n'y a pas de souci. Ensuite, ici, le uncrouch, donc il va avoir sa taille de base, hein, donc la taille 42. Et donc ici, ce qu'on va faire, on va lui donner sa position classique. Hein, donc je prends le sprite, et là, moins 44. Donc on va mettre la même chose ici, moins 44. Voilà. Je vais cocher le téléport. Et ici, je vais mettre un petit commentaire parce que je sais que c'est le genre de choses qu'on peut oublier. Donc, je mets un commentaire juste là. J'appuie la touche C et je vais mettre réajuste la position du sprite pour le plaquer au sol. Voilà. Réajuste la position du sprite pour le plaquer au sol. Pour le placer, plaquer, voilà, comme vous le sentez. Donc là, c'est bon. Je vais compiler, sauvegarder et on va essayer de lancer l'exécution. Donc là, si je lance l'exécution, je me baisse. On peut voir que la capsule se redimensionne et que le personnage est correctement placé au sol. Donc là, c'est bon, je sors de l'exécution. Ici, la partie crouch, elle est terminée. Donc je vais mettre un commentaire pour tout ça. Le landed, on va le laisser ici. Je vais sélectionner ça, je vais mettre un commentaire. GR, le dive et l'accroupissement.
Ça se dit? Moi, je sais pas, on verra bien. Vous me corrigez dans les commentaires si j'ai faux, mais il me semble que le mot accomplissement existe. Donc ensuite, je vais sélectionner la capsule, ici. Donc le Hidden In-Game, donc cette partie-là, hein, rappelez-vous, on va cocher ça pour dire, ben, écoute, tu caches la capsule en jeu, je compile, je sauvegarde, si je lance l'exécution, voilà, vous voyez qu'on n'y voit que du feu. On ne sait pas forcément ce qui se passe en arrière-plan, mais en fait, nous, on le sait, on fait partie du backstage. Mais les gens vont juste voir un sprite qui se baisse et qui se redresse. Ok, alors maintenant que les animations de crouch et de walk sont terminées, nous allons terminer cette leçon par les animations aériennes. Donc nous allons voir comment jouer l'animation de jump et l'animation de dive. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais revenir dans les Ventic ici, voilà. Et là, alors, ouais, je vais prendre cette partie-là et je vais descendre ça ici. Nous allons faire un code et un peu plus tard, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je l'ai fait à cet endroit précis. Donc là, ici, je vais tirer un câble depuis ce Route Node, juste avant la partie pour les animations de walk, et je vais taper un branch. Je vais faire un branch. Je vais prendre ce truc-là et je vais mettre ça ici. Donc j'ai appuyé sur la touche CTRL de mon clavier, je la maintiens et je peux déplacer le node comme ça. D'accord? Donc ici, cette partie-là, je vais l'éloigner un peu. Je vais mettre un commentaire, j'appuie sur la touche C et je vais mettre gère les animations de déplacement au sol. D'accord, je gère les animations de déplacement au sol. Je mets un Reroute Node et je vais vous expliquer. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais ça. Vous allez voir que c'est plutôt logique. Et voilà. Donc ici, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on veut jouer l'animation de jump ou l'animation de dive. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut tester? Qu'est-ce qui fait qu'on passe par le false ici? C'est simple, on va passer par le false ici si le personnage est au sol. C'est ce que nous avons écrit, gère les déplacements au sol. Donc pour tester ça, ici, il faut qu'on vérifie, est-ce que le personnage est dans les airs? Donc je vais prendre le character movement et je vais utiliser le node is falling que nous avons déjà utilisé plus tôt. Donc le is falling, ça permet de savoir si le personnage se trouve dans les airs ou non. D'accord? Donc s'il se trouve dans les airs ou non, on va jouer une animation. S'il ne se trouve pas dans les airs, on joue les animations au sol. S'il est dans les airs, et ben en fait, il va falloir qu'on fasse la différence entre est-ce qu'il est en train de faire un dive ou est-ce qu'il est en train de faire un saut. D'accord? Parce que c'est deux animations différentes. Donc, ce qu'on va faire, vous allez voir, on va utiliser du coup cette logique-là. Hein. Donc là, je vais prendre le sprite, je vais le mettre ici, je vais tirer un câble, et je vais faire un set flipbook pour changer le flipbook. Donc je vais brancher ça ici. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vouloir jouer l'animation de dive ou l'animation de saut. Et bien, il se trouve qu'on peut savoir, qu'on peut faire la différence, notamment grâce à notre variable diving, celle-là. Je vais la prendre et je vais la glisser ici, je vais faire un get. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bah, écoute, si cette variable, elle est mise à true, dans ce cas-là, on est en train de dive, dans ce cas-là, on joue l'animation de dive. Si cette variable est à false, dans ce cas-là, on est dans les airs, on n'est pas en train de faire un dive, et donc on va jouer une animation de jump. Donc là, je tire un câble depuis le new flipbook, je fais un select. Voilà. Je vais tirer ça comme ça ici. Et là, je vais brancher le diving juste là. D'accord? Donc, si le diving est égal à true, dans ce cas-là, on va jouer l'animation PFB dive. D'accord? Si le diving est égal à false, dans ce cas-là, on va jouer l'autre animation aérienne qui va être du coup le PFB jump, celui-là. D'accord? Voilà. Donc là, c'est tout ce qu'on a à faire. Avant de lancer pour visualiser le résultat, je voulais vous expliquer un truc. Ici, je vais prendre ça, je vais faire un C pour ajouter un commentaire et gère les animations aériennes. Prenez vraiment le temps de mettre des commentaires dans votre code. Pourquoi? Parce que ça arrive souvent, lorsqu'on débute, on écrit beaucoup de code parce qu'on est vraiment lancé et au final, quand on revient, genre ne serait-ce qu'un mois après, on ne comprend même plus ce qu'on a fait. Donc, il faut toujours prendre le temps de mettre des commentaires. Alors, maintenant, pour répondre à la question, ici, donc je vais mettre ça en plein écran, hop, voilà. Je voulais vous parler de cet ordre-là. Pourquoi est-ce que j'ai fait d'abord les animations aériennes avant de faire les animations au sol? La logique, elle est simple. En fait, ce qu'on est en train de faire ici, ce qu'on a fait juste là, c'est un state machine, une machine à état. C'est-à-dire qu'une machine à état, c'est une machine qui prend un état et qui fait quelque chose en fonction. Donc l'état, c'est le jump, le idle ou le walk. Donc si on est dans un état idle, on joue une animation idle. Si on est dans un état walk, on joue une animation de walk, etc. D'accord? Ici, ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs conditions qui permettent de définir quelle est l'animation qu'on veut jouer. D'accord? Le problème, c'est que, imaginez, là, je vais tester d'abord. Je dis, OK, je vais tester, est-ce que tu es dans les airs? Si tu es dans les airs, d'accord, tu vas jouer soit un jump, soit un dive.
Si tu n'es pas dans les airs, tu vas jouer tout ça. Par contre, si vous regardez bien la condition qu'il y a ici, c'est une condition qui dit est-ce que tu es en train d'accélérer ou non? Est-ce que tu te déplaces ou non? Si jamais j'avais d'abord testé ça et ensuite j'avais testé ça, le jump, on n'aurait pas le même résultat. En fait, ce qui va se passer concrètement, c'est qu'on va tout le temps jouer l'animation de walk ou l'animation de idle. Pourquoi? Parce que finalement, même lorsque le personnage est dans les airs, il se déplace. Si je suis en train de sauter, je suis aussi en train de me déplacer. Donc ça veut dire que techniquement, ces conditions-là, elles vont forcément être justes. Il y aura forcément une des deux qui va passer, vu que soit je me déplace, soit je ne me déplace pas. Et bien en fait, en faisant ici le is falling au début, ce qui se passe, c'est qu'on dit, ok, on a deux grands groupes d'animation, on a soit dans les airs, soit au sol, et je veux d'abord tester dans les airs, et ensuite je vais tester dans le sol. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quelle est la subtilité, c'est difficile d'expliquer comme ça et de vous montrer tout de suite le résultat, mais en gros, voilà pourquoi j'ai d'abord testé dans les airs avant de tester au sol. En fait, on prend les grands groupes d'animation, on les teste, et ensuite on descend petit à petit dans la précision. D'accord? Donc là, c'est bon, je compile, je sauvegarde et je lance l'exécution. Et là, vous voyez que je peux me déplacer, je peux sauter. Si je saute et je me baisse, ça fait un dive. On peut se baisser. Voilà, toutes les animations du héros sont terminées. Donc du coup, dans la prochaine leçon, on va pouvoir créer le premier objet interactible qui va être en fait le power button qui va être pressé justement lorsqu'on va faire un dive sur ce dernier.